Bonjour, c'est l'heure des mots et débats, un moment exceptionnel de pure littérature. L'invité que je reçois est l'auteur qui a écrit en 2007 L'hôte indésirable aux éditions Niboué. Je vous présente cette écrivaine d'origine congolaise qui travaille actuellement pour une grande multinationale. Je vous présente Doris Kelanou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, vous avez un peu mal à la gorge, je Oui, crois. quand Oui. même, oui. Bon, la première réponse, c'est bien. Alors Doris Kelanou, comme je vous l'ai dit, vous travaillez au Congo dans une grande multinationale. Là, vous venez nous voir à Tessud, à Paris, pour ce dernier ouvrage, cet essai, ce récit, qui s'appelle L'écho du silence aux éditions Aniboué. Eh bien, ouvrons ce premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Doris Kelanou, avant de découvrir plus en avant les détails de votre récit, L'écho du silence, expliquez-moi justement le titre de votre ouvrage, L'écho du silence. Alors, L'écho du silence, c'est déjà un recueil de poèmes dans lequel je fais intervenir trois grands personnages. Donc, c'est des personnages, il y a deux personnages qui ont été tués par leur conviction, parce que c'est des grandes figures noires qui n'ont pas accepté de se laisser écraser et qui ont porté très loin des messages de résistance. Et donc pour moi, c'est des voix qu'on a voulu étouffer, mais qui au final ne l'ont pas été, qui aujourd'hui continuent à porter. C'est un silence aphone, qui n'est pas aphone, mais qui est très éloquent et que j'ai voulu souligner dans ce recueil de nouvelles. Alors, comme vous l'écrivez ou le dites, justement, c'est toutes ces voix qui résonnent encore même quand on les croit tues à jamais. Alors, première voix qui s'exprime dans votre ouvrage, c'est celle de Martin Luther King, ce pasteur noir qui a été assassiné en 1968. Alors, il est heureux. Vous le décrivez comme un personnage heureux parce que son rêve s'est accompli. Absolument. Le rêve, bien sûr, de voir un président noir gouverner les États-Unis d'Amérique. Absolument. Donc, comme nous le savons tous, Martin Luther King, c'est un militant des droits civiques et qui a été tué justement parce que il a porté ce message-là. Il a voulu voir tous les fils d'Amérique avoir les mêmes droits. Et il a été tué et 40 ans après son assassinat, on voit un président noir gouverner le plus grand État dans le monde. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai voulu le faire intervenir, c'est un rêve qu'il a fait et que personne à l'époque ne pouvait croire à cela. Et de voir qu'un noir qui arrive à la tête du plus grand État, j'ai imaginé en fait ce que lui, il aurait ressenti à ce moment-là en voyant que son rêve soit accompli. Alors, par votre regard extérieur, le président Barack Obama est un président noir, selon vous, qui a énormément aidé à la cause, justement, de son peuple noir, ou pas du tout? Il a été plutôt très évasif, très vague sur ce plan politique, économique et même social. On va dire que bon, les critiques aujourd'hui disent qu'il n'a pas fait assez. Moi, je ne suis pas là pour peut-être juger ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Pour moi, je vois juste le fait que ce soit un noir aujourd'hui. Pour nous qui sommes noirs, c'est un modèle, c'est une référence, c'est se dire que tout est possible, quoi. Donc, je ne suis pas là pour juger sa politique, pour juger ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Loin de là, moi, c'est juste voir cet aspect-là qu'aujourd'hui, qu'un noir soit arrivé aussi loin, aussi... C'est juste ça que je veux souligner dans le roman. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour... Et pourtant, vous dites, Doris Kelanou, page 21, toujours en évoquant Barack Obama, « J'étais avec tous ceux qui, par le monde, ont salué la victoire sur le fond plutôt que sur la forme. » C'est-à-dire, vous pensez vraiment que c'est le programme, les idées de Barack Obama qui lui ont permis de connaître la victoire?
Je pense que En novembre oui. 2008. Hein. Oui, je pense que oui, c'était... s'ils avaient jugé par la forme, donc de le voir noir arriver à la tête des États-Unis, je ne pense pas qu'il il serait arrivé là. Et je me dis que c'est le programme il a fait rêver. Il est arrivé avec un programme et il a fédéré beaucoup d'Américains et qui ont adhéré à ce qu'il préconisait, à ce qu'il entendait peut-être incarner ou faire une fois au pouvoir. Et voilà. Et pourtant, vous me semblez déçu, parce que vous écrivez, page 22, il reste encore beaucoup à faire pour décroter de certaines cervelles que les Noirs sont destinés à une carrière de voleurs, de bandits et compagnie. Oui, déjà je dis le rêve n'est pas accompli à 100%, c'est une partie du rêve qui est accomplie. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un Noir à la tête des États-Unis que, on va dire, la cause des Noirs aux États-Unis a changé. On a vu en 2014 ce qui s'est passé, tous ces Noirs-là qui ont été tués parce que simplement ils étaient Noirs, parce que pour de nombreux, Noirs riment avec banditisme, avec la délinquance, et alors que ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il reste encore beaucoup à faire. On n'est pas encore arrivé à la fin, le combat il continue et voilà. Il y a 3 chapitres dans votre ouvrage. Donc ça, c'était le chapitre consacré à Martin Luther King. Dans le chapitre Vers un autre ailleurs, donc là, c'est un autre héros auquel vous faites référence, auquel vous rendez hommage. Donc c'est un leader de la cause noire, un Sud-Africain, bien sûr, on sait très bien, c'est Madiba, Nelson Mandela, qui a lutté toute sa vie contre le régime ségrégationniste. Pourquoi avoir choisi aussi Madiba? Bon, moi, j'ai étudié en Afrique du Sud et j'avais toujours, en tout cas du temps où j'ai vécu en Afrique du Sud, je me disais il fallait que j'écrive quand même quelque chose, une histoire sur ce pays-là. Et l'idée d'écrire L'écho du silence, enfin, j'ai été inspirée pour écrire L'écho du silence quand je voulais présenter les grandes figures noires. Et ben, il fallait absolument que je parle de Nelson Mandela. Sur Nelson Mandela. Oui. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vu quand même les séquelles justement de ce régime ségrégationniste lorsque vous étiez étudiante en Afrique du Sud? Absolument, absolument. Et qu'est-ce que vous aviez remarqué? Ce n'était pas facile parce que le noir sud-africain, même nous qui venions d'autres pays, on avait plus de... on va dire, les Sud-Africains blancs avaient plus de considération pour nous qui venions d'ailleurs. D'Afrique francophone. D'Afrique francophone, parce que bon, on considérait plus ou moins qu'on était civilisés, on était instruits, alors que pendant l'apartheid, beaucoup de Noirs sud-africains ne sont pas allés à l'école. Donc nous, on avait par moment un meilleur traitement que les Sud-Africains noirs, oui. Et ce n'est pas facile quand même. Hein. Oui, 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 puisqu'on voit ce traitement d'inégalité, enfin d'injustice. Et pour partager ça, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Non, pas du tout. Autre passage, c'est être libre. Ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Celui qui prive un autre de sa liberté n'est pas vraiment libre, car l'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Donc c'est vraiment Nelson Mandela. Oui, je cite Nelson Mandela. Dans cette nouvelle-là, je me suis inspirée des citations de Nelson Mandela et j'ai fait la narration en me basant sur comment on appelle ça, sur les citations de Nelson Mandela, et voilà, j'ai construit le livre. Vous êtes une écrivaine, une auteure, une femme. Le fait de prendre corps dans un corps d'homme, même si ce sont des grands leaders, est-ce que ça a été facile justement de s'imprégner, d'imaginer leurs réflexions? Bon,
je suis plus ou moins une artiste, donc je peux me mettre et me fondre dans n'importe quel personnage, que ce soit féminin, masculin, un enfant et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais de par le petit talent que je peux avoir, j'arrive. Page 46. Vous écrivez, dans le lot, je distingue déjà des fantaisistes de la pure espèce. Nous sommes toujours avec le personnage Nelson Mandela. Déjà des fantaisistes de la pure espèce qui profiteront de l'occasion pour coter leur notoriété à la bourse des potins. J'entends déjà leurs interviews données sur les chaînes de renommée internationale. J'entends déjà leurs discours engagés, savamment rédigés, dans lesquels ils osent se réclamer mes héritiers. Et j'en ris. Aucun rectus sur mon visage, mais j'en ris dans mon cœur, conscient que tout cela n'est que pur blabla, conscient que tout cela n'est que pur marketing. Là, vous parlez des funérailles de Nelson Mandela, des officiels qui sont venus lui rendre un dernier hommage, un dernier adieu. Vous aviez l'impression que certains étaient venus pour juste parader, dire voilà, je suis là, mais sans cœur. Absolument. Et quels justement étaient ces présidents ou ces officiels qui avaient cette figure de non-compassion? Non, je n'oserais pas les citer, mais c'était, on va dire, un événement où nombreux voulaient être et ils sont allés. Mais est-ce que vraiment ils ont incarné, est-ce que vraiment Mandela, c'était plus ou moins une vraie référence et tout ça? Bon, on peut le dire, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Je me pose la question. Et enfin, votre dernier chapitre de Risquer la Noue, c'est Racine. Alors, il est vrai, je ne connaissais pas du tout. C'est une femme, c'est une Amazone, oui. C'est une femme guerrière. Alors, dans ce chapitre Racine, vous rendez hommage à Mama Kimpa Vita, une sorte de déesse qui vivait au Royaume Congo. Parlez-nous de cette femme guerrière. Donc, Timpa Vita a vécu au XVIIIe siècle au Royaume Congo. Et le Royaume Congo regroupait l'actuel Congo-Brazzaville, une partie du Congo-Brazzaville, la RDC, l'Angola et une partie du Gabon. Donc c'est une femme qui, à l'âge de 20 ans, a eu une vision de Saint-Augustin, non, comment on appelle Oui, j'ai pas relevé, mais en tout cas, elle avait une vision. Non, c'est Saint-Antoine de Et c'est vrai qu'elle voyait plutôt un Jésus noir. Un Jésus noir, oui. Elle voyait un Jésus noir et elle était convaincue que le Christ a été blanchi par les Blancs, par les Portugais qui venaient pour coloniser, oui. Et donc, elle apprenait une religion, on va dire, des nés Congo, une religion noire, un Jésus noir. Et en fait, le message qu'elle avait, c'était... enfin, le pays était dans une... Donc, il y avait la traite négrière et puis il y avait plus ou moins une dislocation où il y avait des guerres internes, intestines. Et le roi s'est retiré de Mbanza Congo, qui était la capitale, pour s'établir au mont Kimbangu, si j'ai bonne mémoire. Et donc, cette dame-là, elle a vu la déchéance, on va dire, du peuple. Et elle a eu un message de fraternité. Elle a voulu déjà aller chercher le roi pour le ramener à Mbanza Congo, reconstruire la ville et redonner l'espoir au peuple qui était plus ou moins abandonné. Et voilà, elle était jeune, à 20 ans, mais elle a incarné un mouvement très fort. Et de par ses idées, cette dame-là a été tuée au bûcher. Et elle, son enfant et celui qui était censé être l'auteur, enfin le père de son enfant. Alors, dans votre ouvrage, vous la décrivez un peu comme le prophète Moïse, parce qu'elle a des visions et ça s'accomplit. Bon, on ne va pas dire que ça s'est accompli, mais du moins, elle était guérisseuse, on va dire qu'elle a guéri plusieurs personnes. Elle a redonné l'espoir au peuple, les Congos, on va dire. Et bon,
Moïse, elle n'a pas plus ou moins emmené le peuple à la terre promise. On essayait de le sauver des jougs des colons portugais. Oui, des colons portugais, oui, quand et même. puis aussi cette forte croyance, parce qu'elle entendait des voix, il fallait croire, c'est ce que vous dites, à ce Jésus noir. Et elle imposait également son choix, sa croyance, oui, sa foi. Absolument, oui. Elle imposait sa croyance et c'est justement par rapport à cette croyance-là qu'elle a... elle était jugée hérétique et elle a été tuée. Parce que elle y croyait vraiment et elle portait un message d'espoir. Elle a entraîné le peuple à résister, à avoir de l'espoir, à vivre, à continuer à espérer. Et voilà. Alors, pour terminer cette première partie de Des mots et débats, en fait, votre récit, votre ouvrage, c'est un message de rébellion que vous délivrez à vos lecteurs. Rebellons-nous. On ne va pas dire rebellons-nous, c'est... bon, on va se rebeller contre, peut-être, je vais dire... les inégalités. Oui, plus ou moins l'injustice, les inégalités. On va dire plus se rebeller aussi contre, on va dire, la censure et l'autocensure. Parce que moi, je dis, sur la 4e de couverture, l'écho du silence, c'est une invite à l'espoir. C'est, je veux présenter au peuple noir déjà que nous avons des modèles, et nous avons eu des modèles qui ont écrit, comme je le dis, peut-être les plus belles pages de l'histoire. Et on peut se servir de ces modèles-là, de cette façon d'être plus ou moins de faire face à l'adversité pour aller plus loin déjà. C'est vrai, la société, des fois, nous impose certaines censures et tout ça, mais que nous ne nous arrêtions pas là, que voilà, on peut aller au-delà de cela et puis voilà, ne pas se laisser écraser. Merci beaucoup Doris Kellanou pour ce premier chapitre des mots et débats. Nous allons passer à carte sur table. Pour carte sur table, Doris Kellanou, nous allons ouvrir cette première photo. Eh bien, c'est vous, Doris. Comme je l'ai dit précédemment au début de l'émission, vous travaillez pour une firme multinationale. Alors, vous avez quitté Paris pour aller retrouver vos sources congolaises. C'est difficile de quitter justement Paris puis de revenir, en fin de compte, de découvrir une autre manière de vivre, de manger, de s'habiller. Absolument. Ce n'est pas facile. Je ne vous cache pas, pour certaines personnes qui sont même au pays et tout, d'autres qui sont ici, qui disent mais vous êtes courageux que d'être là-bas, enfin d'avoir été là-bas et de revenir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Pour quelle raison? Parce que je suppose que pour les moyens de transport, les délestages, c'est ça, les coupures de courant incessantes? Les conditions ne sont pas les mêmes et on a des délestages. L'eau potable manque. Il y a, c'est vrai, des problèmes de transport. Le quotidien n'est pas facile. Donc tout est à refaire. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Vous avez le temps, justement, parce que le premier livre, L'hôte indésirable, était écrit en 2007, et là, c'est le deuxième ouvrage, L'écho du silence, paru en 2015. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pendant ces 8 années? Justement, donc après L'hôte indésirable, ma vie a plus ou moins changé. Il y a eu plusieurs changements, on va dire, dans ma vie. Et donc j'ai accepté ce poste-là et je suis repartie au Congo. Et c'est un poste plus ou moins de responsabilité et je n'ai pas beaucoup de temps libre pour repartir à ma passion, on va dire. Et ça a fait que 7 ans plus tard, je suis revenue à ma passion. Ce n'est pas facile, je n'ai pas eu beaucoup de temps libre pour écrire et voilà. Oui, il faut s'occuper des enfants, du mari. Du mari, voilà. Du travail, oui. de tout. Alors, ce n'est pas une tâche facile. Deuxième photo. Nous restons au Congo. C'est la photo de Denis Sassou Nguesso. Justement, comme vous êtes au Congo, je voulais prendre connaissance de ce référendum
Est-ce que vous avez voté oui ou non? Est-ce que vous êtes abstenu d'aller voter, justement? Je voulais savoir, connaître votre position dessus. Joker. Je peux. C'est possible hein, que je ne dise rien? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, mais est-ce que, justement, avec votre regard extérieur, est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution politique? Je ne sais pas, est-ce que Denis Sassou Nguesso a établi des grands travaux? Est-ce qu'il y a eu des changements visibles à Brazzaville? Bon, j'y vais rarement. J'y vais rarement et ça me fait pratiquement 5 ans au Congo. Est-ce que j'y suis allée? Peut-être une fois, enfin. Donc vous n'êtes pas dans la capitale, je pensais non, que vous non, étiez non, logé. non, D'accord, je vous suis à travaillez Pointe-Noire, dans la capitale Pointe-Noire. économique, oui. Donc, je sais pas, franchement, Ouais. il y a certainement des choses qui se font, mais bon. Autre question, c'est une image, surtout des citations de Donald Trump qui défraient la chronique. Ce candidat à la présidentielle tient parfois des propos très vulgaires, même parfois racistes, humiliants. Je voulais savoir, est-ce que cela vous a interpellé, sa manière de gérer sa campagne électorale? C'est un personnage qui ne me plaît pas, donc... Sexiste, machiste, pourquoi il ne vous plaît pas quand il parle des Mexicains? Provocateur. Oui. Je le trouve très provocateur et il ne m'emballe pas. Il fait ce qu'il fait et franchement, je le vois sans le voir. Et justement, du Congo, vous suivez ces primaires américaines ou pas du tout? Vous êtes loin de ça? Non, non, on a des chaînes, on a le bouquet numérique, CanalSat. Donc, Parce que vous travaillez dans une multinationale américaine. Ah oui, oui. Oui, dans une multinationale américaine, mais on a des chaînes, on suit les chaînes françaises, donc de ce côté-là, on n'est pas dépaysé. Oui, oui, Et vos collègues, justement, puisque ce sont justement des expatriés américains, la mentalité, lorsqu'ils sont expatriés, quand ils ne sont plus dans leur territoire, comment réagissent-ils, les Américains? Ils ont toujours besoin de l'air conditionné, d'avoir tout à disposition, tout soit facile. Vous le constatez? Bon, c'est vrai, on a besoin d'un certain confort, d'un certain standing, et généralement, quand ils sont expatriés, ils ont toutes ces conditions-là, et... bon, après, il y a d'autres conditions, plus ou moins, quand on est hors de la maison ou hors du travail, hein, mais bon, certains s'adaptent facilement, d'autres, pour d'autres, c'est un peu compliqué, et puis voilà. Mais sinon, bon, généralement, on fait avec, hein. Encore une photo. C'est celle de la déchéance de nationalité aux Français binationaux. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, déchéance, je vais dire qu'il y a une cause avant cela. Et ça va peut-être choquer, mais moi, je ne suis pas contre, franchement, parce que, bon, on a une double nationalité, c'est bien, c'est un acquis, c'est un avantage et tout ça, mais si c'est pour... penser faire des choses, on va dire, plus ou moins des attentats, des choses comme ça, où je me dis que il n'y a pas de raison qu'on ne procède pas à la déchéance de la nationalité dans ces cas-là. Mais bon, si c'est juste pour déchoir pour déchoir, là, je serais contre. Mais s'il y a une cause pour cela, bon, je n'en serais pas contre, franchement. Merci beaucoup, Doris Kellanou. Nous allons passer tout de suite à la troisième et dernière partie, coup de cœur. Doris Kellanou, votre coup de cœur. Je sais que c'est un auteur que j'ai déjà reçu, il n'y a pas très longtemps. C'est... Alain Mabanckou. Oui. Dans Mémoire de Porc-Épic. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de livres d'Alain Mabanckou. Pourquoi ce choix? Mémoire de Porc-Épic. Déjà, il y a ce côté-là où un animal s'exprime et
qui parle à un baobab, qui explique, on va dire, les crimes commis et pourquoi il en est arrivé à s'ouvrir au baobab et tout ça. C'est exceptionnel. Hein, ça, j'en ai rigolé, j'en rigole toujours. Et puis, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé et voilà, qui me parle toujours. Surtout, c'est un livre qui a reçu le prix Renaudot en 2006. Absolument. Alain Mabanckou, vous le suivez, son actualité littéraire Absolument. Oui. Et le dernier livre, vous l'avez lu? Non, pas encore. Pas encore. Oui, pas encore, parce que bon, c'est vrai qu'il est sorti. J'étais ici en vacances, oui, j'étais ici en vacances et je suis partie au Congo, mais je n'ai pas pu le trouver au Congo. Donc, je suis ici, c'est l'occasion pour moi de l'acheter. Merci beaucoup, Doris Kellanou. Écoutez, je vous souhaite bon retour au Congo et bon coup de courage à Pointe-Noire. Voilà, l'émission touche à sa fin. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'écho du silence, voilà, aux éditions Aniboué. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt.